Très bien, ben, bonjour à tous. Il est 12h04, on va débuter, tout doucement ce premier meet-up de l'année. On est déjà au mois de mars, on démarre lentement, mais je suis sûr que ça va être très bien. Heu, Moi, vous avez l'habitude, à chaque fois, c'est moi, qui fais, Monsieur Loyal, l'intro et la fin avec le petit questionnaire. Je suis ravi aujourd'hui, en plus, à l'occasion de ce meet-up, on a franchi, alors je mens un petit peu parce qu'il me manque que 3 membres. On est à 1 497 personnes la dernière fois que j'ai regardé ce matin. Mais je compte bien, peut-être d'ici 13h, pourquoi pas, trouver 3 nouveaux membres pour officiellement passer les 1 500 membres, donc c'est chouette. Je vous remercie d'être, pour certains d'entre vous, des membres fidèles de tous ces meet-up. Donc voilà, c'était un petit message sur notre communauté, mais on va continuer à faire des meet-up et des apéros et cetera et cetera. Voilà, moi je vais vite passer la main parce que vous n'êtes pas venus m'écouter. On va débuter avec Jérémy, d'Euronext, qui va nous parler, de son automne sur AWS. Donc un petit aspect un peu technique et ensuite vers 12h30, si on ne prend pas de retard et j'essaierai de faire le timekeeper, c'est Nicolas qui prendra la suite et qui nous parlera de l'initiative Focus de la fondation, de la Finance Foundation. Si vous ne savez pas ce que c'est l'occasion et puis si vous savez ce que c'est, mais que vous voulez en savoir plus, c'est aussi l'occasion. Je suis sûr que les 2 speeches seront hyper intéressants. Donc je passe la parole à Jérémy, je te laisse prendre le contrôle. Yes. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien déjà? Ok, super. Donc, merci d'être là. C'est ma première participation en tant que présentateur à ce meet-up. Je suis un peu qui tremble. Donc, soyez indulgents, s'il vous plaît. Voilà, donc je vais vous présenter une des façons dont on a automatisé la partie FinOps chez Euronext en utilisant un outil open source qui s'appelle Cloud Custodian. Donc, un peu l'agenda réglementaire qui est Euronext, une présentation de Custodian en tant que tel. Et ensuite, on va rentrer dans le dur pour voir comment on utilise Custodian chez Euronext pour automatiser le plus possible nos actions FinOps. Et enfin, on va faire comment ça s'appelle ? Je vais discuter des éléments à prendre en compte lorsqu'on veut déployer un outil comme Custodian dans une organisation. Parce que voilà, c'est pas juste on déploie l'outil, c'est bon, on l'utilise. Nous, en tout cas, on est passé par différentes étapes. Et si ça peut vous éviter de faire les mêmes erreurs que nous, tant mieux. Donc, Euronext, pour ceux qui l'ignorent, c'est la Bourse de Paris, le CAC 40, Jean-Pierre Gaillard, tout ça, pour ceux qui ont l'âge. En fait, c'est pas seulement la Bourse de Paris. Tous les pays que vous voyez là en vert foncé sont gérés ont aussi des marchés gérés par Euronext. Donc on parle de 8 pays différents qui sont gérés par Euronext dans une plateforme de trading unique qui s'appelle Optic. Alors, Euronext gère les éléments classiques du marché, à savoir les actions et les dérivés comme les ETF et les choses comme ça, mais aussi des éléments qui sortent un peu plus de l'ordinaire. Vous voyez qu'on a un fish pool en haut, donc on gère une sorte de marché qui détermine le prix du marché des poissons. Et on a aussi Nord Pool qui gère des matières premières. Donc voilà, entre autres, on a un certain nombre de. Il y en a peut-être d'autres, je vous avoue, je ne suis pas forcément au point sur tous ces éléments-là, c'est très, très financier. Juste quelques petits chiffres sur Euronext, on va passer rapidement. Voilà, il y a 1900 entreprises qui sont listées dans les différents marchés d'Euronext. Alors, c'est pas marqué ici, mais on gère la valeur de toutes les entreprises gérées par tous les marchés d'Euronext, ça représente 6200 milliards de dollars, ce qui est mignonné. Et c'est le plus gros opérateur à ce niveau-là en Europe devant la bourse de Londres et celle de Francfort. Ceci étant dit, et oui, j'ai oublié de le préciser, mais je suis lead cloud architect chez Euronext. Ça fait bientôt 2 ans et demi que je suis là-bas.
Donc, ensuite, rentrons dans le dur. Pas trop le dur, mais un peu. Donc, Cloud Custodian, qu'est-ce que c'est? Donc, une chose importante pour moi, c'est que c'est un outil open source qui n'a pas de version payante. Donc, en fait, tout ce que je vous présente là, c'est vraiment de l'open source. Ça va être des éléments que vous pourrez utiliser chez vous. Et ça a quand même son importance. Il se présente en fait Custodian comme un outil de compliance as code. Moi, j'aime bien le comparer à Terraform. Parce que pour ceux qui connaissent Terraform, en fait, c'est un moyen d'abstraction de la complexité des différents cloud providers. Et ça permet d'avoir une syntaxe unique pour déterminer des règles de compliance à appliquer sur ces ressources cloud et Kubernetes aussi. Il gère, en plus de ça, je crois qu'il gère OCI, en plus des 4 qui sont là. Mais voilà, ça permet d'avoir une syntaxe unique de pouvoir coder ces règles de compliance. Par exemple, voilà, je veux que mes buckets soient systématiquement chiffrés, je veux que mes security groups ils soient pas ouverts au monde entier, ce genre de choses. Ce genre de règles de compliance là qu'on peut gérer généralement avec des outils intégrés ou avec d'autres éléments. Là, on peut les coder et on peut, de la même façon que son infra as code, tracer les changements. Là, vous voyez, en fait, sur l'exemple que j'ai tiré du site, on cherche à lister toutes les instances, toutes les VM dans différents cloud providers qui ont le tag owner avec la valeur SAM. Et donc, à chaque fois, de la même façon que Terraform, ça va transformer la syntaxe YAML en du code adapté au cloud provider en question. Comment ça fonctionne? Donc, je vais pas écrire trop de YAML. Normalement, c'est à peu près le seul fichier YAML que vous allez voir ici. C'est juste pour illustrer comment une policy, de quoi une policy custodian est faite. Une policy custodian est faite de 4 éléments principaux. La ressource, donc là, par exemple, ça va être, voilà, ça va être, je veux agir sur mes EBS. Le filtre. Donc là, je veux chercher tous les EBS qui ne sont pas chiffrés. Une action, je veux supprimer tout ce qui est pris par mes filtres. Et ensuite, un mode. Là, en l'occurrence, c'est un mode qui va réagir sur événement, qui va se baser sur du CloudTrail et qui va réagir à tous les appels API qui s'appellent create volume. Donc, pour résumer, ça va regarder toutes les créations d'EBS, chercher tous ceux qui ne sont pas chiffrés et les supprimer aussitôt, parce qu'un EBS pas chiffré, ce n'est pas compliant, donc ce n'est pas quelque chose qu'on autorise. Donc, les plus importants ici, alors attendez, je reviens juste un niveau en arrière, des modes, des filtres et des actions. Je vais pas rentrer dans les détails parce que pour chaque type de ressource, on va avoir entre 10 et 20 filtres et entre à peu près 10 et 20 actions possibles aussi. Je vais pas rentrer dans les détails, sachez juste qu'il y en a beaucoup. Je vais juste rentrer un peu dans les détails des modes parce que c'est quelque chose qui est vraiment important à ce niveau-là pour moi. On va avoir 3 modes principaux dans Custodian. Une exécution immédiate, généralement utilisée pour des labs, des tests, vérifier que les filtres, vérifier notamment que les filtres qu'on a mis en place prennent bien uniquement les ressources qu'on veut. Ça peut s'exécuter de façon régulière en mode cron. Et dans ce cas-là, ça va créer une function serverless ou un conteneur qui va se lancer sur un horaire particulier, qui va réagir à un event qui va être créé sur un horaire particulier. Ou bien, il va y avoir une réaction sur événement, c'est l'exemple que je vous ai présenté avant. Ça va réagir à un appel API. Dans ce cas-là, même fonctionnement que le cron, ça va créer une function serverless ou un conteneur. Et ça va écouter en fait un événement généralement qui va être lié à une création, une modification, une suppression de ressources cloud, bref, un appel API. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Jusqu'ici, on est quand même assez
j'essaye d'être assez large, de garder de la hauteur pour pas rentrer vraiment dans les détails d'implémentation. Voilà quelques exemples de ce qu'on peut faire, avec Custodian. C'est tiré de leur site. Ils ont beaucoup d'exemples. Ils mettent à disposition beaucoup d'exemples de policy qui sont principalement. Alors, c'est comme son nom l'indique, Custodian étant un outil de compliance as code. Généralement, la compliance, c'est surtout appliqué à la sécurité. Donc, ils vont avoir pas mal de choses orientées sécurité. Mais voilà, moi, ce que je souhaite vous proposer dans la suite de cette présentation, c'est comment on peut adapter cet outil-là pour améliorer et automatiser nos pratiques FinOps. Donc, on va rentrer dans la façon dont on l'utilise chez Euronext. Alors, voilà 6 exemples. C'est les exemples principaux de façon dont on peut l'utiliser chez Euronext. Dont on l'utilise, 6 familles d'utilisation qu'on a chez Euronext. De l'alerting, donc une ressource est créée, elle est trop, je sais pas, quelqu'un crée un 16x large, une instance, on veut être alerté, on veut savoir ce qui se passe, parce que ça va entraîner un surcoût qui est peut-être pas forcément, qui va pas être forcément budgété. On veut aussi être alerté s'il y a des ressources qui sont sous-utilisées. Voilà, une instance avec un CPU utilisation à 1% de moyenne sur les 2 dernières semaines, c'est quelque chose à partir duquel on peut être alerté. Le deuxième, c'est l'allocation des coûts. Ça, c'est très important. Parce que sur ces actions-là, donc comme on peut réagir sur événement, on peut entraîner, on peut mettre en place on peut vérifier le tagging des ressources qui sont créées et corriger ce tagging ou l'amender en fonction des politiques de chaque organisation pour dire voilà, ce tag-là manque, tiens, je vais rajouter tel tag pour souligner le fait qu'il y a un manque ici. On peut taguer les créateurs des ressources automatiquement. Ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place. C'est très utile pour les gens qui pourraient créer des ressources via la console et donc sans la politique de tagging. Et un autre exemple, c'est que c'est le tagging des ressources associées. Un exemple, quand vous créez une function lambda sur AWS, il y a automatiquement un CloudWatch log group qui est créé. Sauf que ce log group, il n'est pas géré par votre infra as code. Si vous ne le gérez pas nativement, il n'est pas géré par votre infra as code. Il n'est pas tagué. Vous ne savez pas où allouer ces coûts-là. On peut mettre en place de l'automatisation avec Custodian pour que le CloudWatch, il aille prendre tous les tags de la lambda à partir de laquelle il a été créé et que donc on améliore notre pourcentage d'allocation des coûts. Un autre point très utile de Custodian, c'est l'extinction intelligente des ressources. Alors ça peut être EC2, je prends des exemples très AWS, ça marche pour d'autres. Ça marche tout à fait pour les autres cloud providers. Tout ce que je dis pour AWS, ça va être valable pour les autres. Donc il y a des extinctions les nuits, les week-ends, il y a beaucoup d'options. Et en fait, moi, en tout cas, l'avantage que je vois sur le mécanisme Custodian pour ça, c'est qu'on peut mettre en place une seule lambda. Et en fait, ensuite, à partir de cette lambda-là, les propriétaires des ressources vont pouvoir moduler les options par défaut de la lambda juste via des tags sur leurs ressources. Donc, remédiation. On peut modifier, comme je vous l'ai dit, les ressources qui sont nouvellement créées. Tiens, on voit qu'il y a un RDS qui a été créé avec tel paramètre. On peut se dire, non, il y a telle option qui n'est pas cochée. Dans la politique, on veut que ce soit coché. Voilà, on force le fait que cet élément soit coché. On peut supprimer, bien évidemment, des ressources non conformes. Ça, c'est des choses sur lesquelles qu'on n'a pas encore mis en place, mais sur lesquelles on est en train de travailler. Dans les tests, ça marche très bien. Après, c'est une question d'organisation et de process en interne.
Et enfin, on peut faire du whitelisting. Par exemple, on peut dire je veux interdire tous les security groups en 00/0. Et si quelqu'un crée une règle comme ça, je la supprime automatiquement. Sauf que forcément, il y a des besoins avec des load balancers publics où on veut que ces éléments puissent être autorisés, le 00/0. Et donc, ce qu'on va pouvoir faire, c'est travailler sur un whitelisting de fichiers stockés, basés sur des fichiers stockés en object storage, donc en S3 ou storage account. Et on va pouvoir dire, j'interdis tous les 00/0, sauf sur ces security groups-là. Et donc, ça permet de mettre... donc là c'est un exemple surtout sécurité, mais par exemple, on pourrait imaginer ça de la même façon de mon exemple du 16x large. On pourrait dire, j'interdis les 16x large, sauf pour tel tag particulier, parce que ce projet-là, on a validé qu'ils avaient le droit d'utiliser des instances comme ça. Donc ça, c'était des idées générales. Maintenant, je vais rentrer un peu plus dans les détails sur des exemples concrets qu'on a mis en place chez Euronext. Alors, le premier, je vais passer vite dessus parce que sur la slide suivante, je rentre un peu plus dans les détails dessus. Mais on a mis en place sur tous nos comptes de non-prod une extinction automatique des RDS. Et même une suppression automatique des RDS au bout d'un moment si personne ne s'est connecté à ces RDS. Je vais rentrer plus dans les détails derrière, on pourra voir comment un workflow comme ça peut être mis en place avec Custodian. Pareil, pour tout ce qui est non-prod, on va avoir on va mettre en place une extinction forcée de tous les environnements de non-prod. Comment on va faire? On va forcer des tags sur les ressources de ces comptes-là. Et sur ces tags-là, on va éteindre en utilisant le mécanisme dont je vous ai parlé avant. On peut déclencher des actions. Alors ça, c'est général. Custodian a la possibilité d'envoi de messages vers des queues SQS. Donc après, vous faites ce que vous voulez derrière. Vous mettez, nous, on a mis des lambdas pour envoyer des mails ou pour créer des tickets. À partir du moment où ça arrive dans une lambda, j'aurais tendance à dire que vous faites absolument ce que vous voulez derrière. Les arrêts redémarrage, pareil, on gère ça comme je vous l'ai dit on gère ça via notre système Custodian avec extinction à horaire par défaut et on peut le rallumage, par exemple, il peut y avoir des ordres de rallumage en fonction des applications. Les utilisateurs peuvent de façon autonome gérer l'ordre d'allumage de leurs ressources en les taguant différemment. Et on va avoir, je sais pas, le compute qui va s'allumer en dernier, mais ils peuvent dire, tiens, je vais allumer le RDS un quart d'heure plus tôt et je veux lancer telle autre ressource encore un quart d'heure plus tôt. Et enfin, forcer des éléments de tagging. Ça, c'est quelque chose qu'on a fait pas mal. Notamment donc, sur les bases de données RDS, on va avoir une option à cocher pour que nos backups, les backups de cette base RDS, soient tagués de la même façon que le RDS en question. C'est une politique qu'on a introduit dans le courant de 2023. Mais c'était compliqué de demander à tout le monde de mettre à jour ou bien d'attendre que tout le monde mette à jour. Donc en fait, on a forcé ce paramètre-là en fait par défaut. On a une policy en mode cron qui va tourner et qui va forcer ce paramètre-là sur tous nos RDS. Et en termes d'allocation des coûts, base de données, ça nous a vraiment beaucoup aidé. Et l'autre point pour le tagging, c'est qu'on a forcé le passage des tags. Donc, quand on a dans un auto-scaling group, quand on a une nouvelle instance qui se crée, elle vient avec son ou ses EBS, avec son ou ses volumes EBS, et son ou ses volumes EBS ne sont pas forcément tagués. De la même façon que ce dont je vous ai parlé pour CloudWatch avant, on va regarder on va aller voir tous les EBS. Et en fait, on va prendre les tags de l'EC2 parent et on va les pousser directement sur l'ECS et sur l'EBS, pardon.
Et c'est notamment très utile dans le cas d'instances qui sont temporaires, qui vont durer voilà, 1 heure, quelques minutes ou des choses comme ça. L'avantage de faire ça, c'est que on a malgré la temporalité faible des instances, on a quand même une allocation un tagging et donc une allocation des coûts qui est améliorée via ces outils-là. Donc, je vais me dépêcher pour la suite. Je commence à être débordé un peu. Donc, je vous avais présenté une policy par défaut au début, avec le filtre, l'action, etc. Et peut-être vous vous posez la question, comment on fait pour faire des policies complexes avec juste le filtre à l'action? Et ben en fait, alors, il n'y a pas réellement de nom là-dessus. Moi, j'aime bien appeler ça un workflow. C'est un workflow, c'est en fait un enchaînement de différentes policies custodianes qui va nous mener vers des actions complexes. Donc ça, par exemple, c'est la policy d'extinction de suppression des RDS non utilisés. On va avoir, je vais aller vite, on va avoir une première vérification au bout de 7 jours. Au bout de 7 jours, on va éteindre le RDS si personne s'est connecté. Si quelqu'un s'y reconnecte en attendant, bah, on enlève, on remet tout comme c'était à l'origine. On va renvoyer, alors on va aussi envoyer un warning. Au bout de 18 jours, on va réenvoyer un warning au propriétaire du RDS. Si quelqu'un se reconnecte, et aussi on va envoyer un warning et on va lancer une action planifiée pour le supprimer 5 jours après. Donc si quelqu'un s'y reconnecte d'ici là, bah, on a une autre policy qui, elle, va annuler l'extinction programmée et la suppression. Et enfin, la dernière policy, c'est celle qui va snapshotter et supprimer le RDS. Ce qui va entraîner des coûts, des gains substantiels en termes de coûts. Et donc, comme je vous l'avais montré au début, la policy, le YAML que je vous ai montré au début, voilà, c'est extrêmement simple. Et tout un workflow comme ça peut être implémenté juste avec 150 lignes de YAML. Toutes les 5 policies, l'implémentation des 5 policies. Et moi, je trouve que ça a un vrai gain par rapport à une implémentation from scratch qu'on devrait coder nous-mêmes avec de l'infra as code, avec nous-mêmes qui gérons la partie lambda, la partie déclenchement et ainsi de suite. Je trouve que c'est un avantage extrêmement important que nous amène Custodian dans ce cas-là. Alors, donc là, on a fini sur la partie comment on fait chez Euronext. Maintenant, quelques considérations. Si vous voulez déployer Custodian chez vous, comment faire? Alors, côté Euronext, on a une équipe FinOps centralisée et pas réellement d'équipe d'autres personnes qui gèrent le FinOps. Donc nous, on va plutôt l'utiliser de la façon en haut à gauche. On va déployer les policies nous-mêmes, l'équipe centralisée, on va les gérer. On va faire ça nous. En revanche, pour des organisations plus grosses, une équipe FinOps centrale qui gère ça, ça va pas forcément scaler. Donc, une autre alternative intéressante, ça pourrait être des bibliothèques de différentes policies custodianes que l'équipe FinOps centralisée mettrait à disposition des utilisateurs. Et en fait, c'est eux qui choisissent, c'est eux qui font leur marché à l'intérieur et qui choisissent ce qu'ils veulent déployer ou pas. Et on a enfin le mix des deux qui peut être aussi jouable, des policies custodiennes obligatoires déployées par l'équipe centralisée et d'autres après pour lesquelles les équipes métiers ont le choix de les déployer ou pas en fonction de leurs besoins. Alors un élément important là-dessus, c'est comment Custodian se positionne par rapport à de la CI/CD ou par rapport à de l'infra as code. Pour moi, en fait, Custodian est complémentaire de ces deux éléments-là. Pourquoi? Tout simplement parce que, contrairement à la CI/CD ou contrairement à l'infra as code, Custodian, il est au niveau du provider directement. Donc, ça veut dire que, quelle que soit l'origine d'une modification, Custodian va l'avoir.
Ce n'est pas forcément le cas dans de la CI/CD. On sait très bien comment ça se passe. Il y a peut-être des gens, des fois, qui font des choses à la main. Même avec les meilleures intentions du monde, on peut oublier de supprimer des anciennes ressources ou des choses comme ça. Et donc, pour moi, Custodian, il ne peut pas agir tout seul, bien sûr. Plus c'est à gauche, plus on fait du shift left, mieux c'est. Mais par contre, c'est un élément très important du shift left parce que ça d'éviter qu'une ressource, ça peut permettre d'éviter qu'une ressource soit déployée de façon non conforme, soit en la supprimant, soit en la corrigeant directement, soit en informant les propriétaires de la ressource qui doivent y remédier. Alors, je vais aller vite. Il y a deux éléments qui sont très importants. Donc, bien évidemment, il faut énormément communiquer là-dessus. Il ne faut pas que les gens soient surpris de l'application de Policy, de recevoir des mails comme quoi « Oh, ma nouvelle ressource a été supprimée ». Il faut tester. Bon, ça, c'est évident. Les deux éléments sur lesquels je voudrais insister, le feedback loop, parce que vraiment, on peut être surpris quand on pense à certaines policies custodiennes de la réaction des utilisateurs. Étonnamment, la suppression des ressources non conformes, tous les utilisateurs à qui j'ai parlé, ils étaient absolument pour, parce que ça leur évite d'avoir des remédiations complexes à faire après. Par contre, là où il faut faire attention, c'est que, je vous ai parlé d'envoi automatique d'email et de création automatique de tickets. Ça peut entraîner une email fatigue. Parce que si on déploie trop de policies, on va avoir trop d'emails envoyés aux équipes, trop de tickets créés. Et il faut trouver le juste milieu. Alors, je vous avoue que chez Euronext, on planche encore sur ces éléments-là. On n'a pas encore trouvé le juste milieu. Mais on y travaille. On a commencé par envoyer des mails, faire juste des warnings en demandant aux gens essayer de corriger. On a vu qu'on envoyait trop de mails, ça mettait trop de temps à corriger. Et donc, on est passé après aux remédiations automatiques. Arrêt automatique des bases de données, suppression automatique des bases de données, par exemple, ou des instances ou des volumes pas attachés. Et en fait, les équipes sont assez preneuses de ce que la plupart perçoivent comme une aide, parce que ça leur simplifie la tâche et ça leur permet de se concentrer sur la gestion de ce qui est vraiment important pour eux. Et je vais m'arrêter là parce que je dépasse un peu. Je suis désolé. Alors attendez, je vais juste aller voir la partie Q&A. Ah, j'espère que vous avez vu mes slides. T'es en mute, Antoine. Pour l'instant, on n'a pas de questions écrites, mais peut-être que quelqu'un veut poser une question pendant que Nicolas se prépare pour le deuxième set. Vous pouvez ouvrir vos micros, normalement. Alors, moi, j'ai une petite question. Vous m'entendez? Oui. Oui. Mais du coup, vous avez donné un accès en écriture à Cloud Custodian. Si j'entends bien, si ça permet de supprimer des ressources et d'empêcher la création de ressources là. Vous n'avez pas, genre, une fois où ça a pété quelque chose, du coup, parce que c'est quand même assez sensible, notamment chez Euronext, la production. Il n'y a pas eu des situations où, du coup, la policy, elle a mal été faite et ça a supprimé quelque chose qui ne devrait pas être supprimé? Alors, l'avantage de Custodian, c'est une très bonne question. On fait vraiment de l'ouverture de permissions réellement très spécifiques en fonction des politiques qu'on veut déployer. Par contre, un des gros avantages de Custodian pour moi, c'est que, par exemple, la suppression automatique de ressources, on n'est pas obligé de le déployer en prod. Pourquoi? Parce qu'on le déploie dans les environnements de non-prod. Les utilisateurs déploient leurs ressources. Les ressources sont supprimées en non-prod. Qu'est-ce qu'ils vont faire, les utilisateurs? Ils vont recevoir un mail en leur disant, voilà, il y a ça qui ne va pas. Donc, ils vont corriger leur infra as code, ils vont redéployer, ça va bien se passer. Quand on va arriver en prod, au final, il y aura beaucoup moins de choses à corriger, tout simplement parce que ils auront fixé la plupart des éléments avant. Et donc, on va avoir beaucoup de policies qui vont être surtout déployées en non-prod. Et celles qui sont déployées en prod, effectivement, on fait énormément attention aux permissions que ça peut avoir. Par exemple, on n'a pas de policy qui supprime des choses qui sont déployées en prod. Et de toute façon, les rôles qui sont assignés à Custodian en prod
ne permettent pas la suppression. Donc pour l'instant, on croise les doigts, on n'a pas eu de moment oups où Custodian nous a supprimé de la prod. Ok, très clair, merci beaucoup. Super. Pour pas trop finir en retard, même si on pourra peut-être un peu déborder à 13h, on pourra reprendre des questions. Il y a Walid qui pose une question, Jérémy, sur le Q&A, donc à la limite, je te laisse y répondre. Et on va transférer le bâton de parole à Nicolas pour la Alors, seconde. on n'a pas testé Stacklet. Effectivement, en fait, moi, je suis arrivé donc chez Euronext il y a 2 ans et demi. Cloud Custodian était déjà là, assez peu utilisé, surtout pour des éléments de sécurité. Moi, quand j'ai vu ça, effectivement, pour tout ce qui était FinOps, j'ai sauté sur l'opportunité. Mais effectivement, on n'a pas fait de comparaison de produits. Parfait. Nicolas, vas-y. Ok, super. Bonjour tout le monde. Donc on va parler, c'est bon là, j'ai pris le contrôle des slides, hein. C'est bon? Ouais, ok. Donc on va parler de Focus, qui est une spec qui vise à unifier les formats de données de billing. Donc je m'appelle Nicolas Fonrose, je travaille et j'ai créé une société qui s'appelle TVT et qui fournit un outil FinOps qui est basé sur le fork d'un outil créé par Netflix il y a un petit moment et qu'on a forké et fait fonctionner pour AWS. Alors, il fonctionnait pour AWS, qu'on a fait fonctionner pour Azure et GCP, et puis qu'on a étendu dans beaucoup de directions différentes. Et notre focus principal, c'est des grosses entreprises. Et Focus, en fait, c'était un sujet d'intérêt assez naturel pour nous puisque, comme on va le voir, en fait, cette histoire de format de données, évidemment, ça a un impact pour différents types d'intervenants dans le monde FinOps, mais évidemment, un impact pour les fournisseurs de solutions FinOps. Alors, de quoi on va parler dans la présentation? On va parler de pourquoi Focus a été créé, qui l'a créé, puis on va s'intéresser à la spécification elle-même. Je vais vous expliquer un certain nombre d'éléments à l'intérieur du contenu, un certain nombre de règles qu'on essaie de respecter. Je vais vous parler aussi des challenges. C'est pas forcément simple de créer une spec de ce type-là. Vous allez voir certains types de challenges et pourquoi il y a ces challenges. Et puis, on regardera ensuite ce qui va arriver dans le futur. Aujourd'hui, il y a une V01 pré-release qui est sortie. Il va y avoir une 1.0, puis ensuite, il va y avoir des updates avec un naming des versions assez classiques, avec des 1.1 pour des updates mineurs, des 2.0 s'il y a des choses qui sont plus importantes. Alors, rentrons directement dans le vif du sujet. Pourquoi Focus et qu'est-ce que ça veut dire Focus? Focus, ça veut dire FinOps Open Cost and Usage Specification. Alors pourquoi essayer de créer une spec comme ça? En gros, l'idée c'est que vous savez qu'un des objectifs de FinOps, des disciplines FinOps, c'est de permettre de pouvoir prendre des décisions qui sont basées sur les données. Alors quelles décisions? Notamment des décisions d'architecture de système. On veut pouvoir créer des systèmes cloud qui sont les plus optimisés possibles. Le cloud offre la possibilité pour un même système final de le construire de manière très différente et d'avoir des caractéristiques non fonctionnelles très différentes, notamment au niveau des coûts. Et pour aider à prendre ces décisions sur comment est-ce qu'on construit un système, comment est-ce qu'on le modifie, comment est-ce qu'on le configure, l'idéal, c'est de pouvoir se baser sur des données. Ces données de coût dans le monde FinOps, on est habitué à en disposer, puisque les cloud providers, depuis de très nombreuses années, exportent des données très détaillées sur les usages qu'on fait de nos environnements cloud. Mais ces données, en fait, sont très, très détaillées. Alors, c'est un avantage parce que ça permet de faire beaucoup d'analyses, mais ça entraîne aussi beaucoup de complexité. Pour quiconque s'est déjà penché sur le contenu de données de billing à Azure, AWS ou GCP, vous savez qu'il y a des tonnes et des tonnes de mots-clés qui ne sont pas forcément faciles à comprendre.
Et la complexité est encore augmentée par le fait que souvent on parle de très gros volumes de données. Alors évidemment, ça dépend des entreprises dont on parle et du volume d'usage, mais sur des grosses entreprises, c'est tout à fait courant d'avoir des centaines de gigas de données de billing générées par jour euh, pour l'ensemble des usages cloud. Donc du coup, l'idée de Focus, c'est d'essayer de rendre un truc complexe moins complexe. Évidemment, Focus ne peut rien pour faire face à la problématique du volume de données. Par contre, ce que Focus cherche à faire, c'est à normaliser un certain nombre de choses dans le domaine des données de billing, de manière à ce qu'on puisse développer des compétences qui soient cross-cloud, qu'on puisse avoir des outils qui nous permettent plus facilement d'avoir des vocabulaires communs entre les différents cloud providers, et donc de rendre plus simple quelque chose qui, par nature, est assez compliqué. Donc, on ne cherche pas à faire des miracles, mais on cherche à simplifier. Alors, qui a créé Focus? Focus, ça a été créé par ce qu'on appelle un ensemble de contributeurs. Ces contributeurs, ils se répartissent globalement en trois catégories. Donc, il y a les fournisseurs cloud, donc on pense bien sûr à AWS, Google Cloud et GCP, mais il n'y a pas que eux, parce qu'en fait, les fournisseurs SaaS sont aussi inclus dans le périmètre Focus. Alors ça, c'est intéressant d'avoir ça en tête, parce que l'objectif de Focus dépasse la normalisation AWS, GCP, Azure, et puis potentiellement OCI, et les fournisseurs chinois et autres. Ça dépasse ça. L'objectif, c'est que toutes les sources de coûts variables, et donc les coûts des solutions SaaS, par exemple un Datadog, qui fait autant pleurer que les fournisseurs cloud pour arriver à suivre et optimiser ses coûts, bah, ces solutions-là, en fait, doivent être couvertes par Focus. Donc, il y a ces fournisseurs. Ensuite, dans les contributeurs à Focus, à la spécification Focus, il y a ce qu'on appelle les FinOps Practitioners. Donc, en fait, c'est des gens qui ne sont ni fournisseurs cloud, ni vendeurs de solutions FinOps, mais qui sont juste des utilisateurs et des gens qui appliquent les pratiques FinOps. À l'intérieur de Focus, donc il y a des contributeurs de ce type-là. La plupart viennent de grosses sociétés. Par exemple, en France, moi j'ai pas mal travaillé avec une personne de chez Amadeus qui s'appelle Marc. Et donc Amadeus est un gros consommateur de cloud. Ils font face à ces problématiques d'analyse de données et autres. Et donc du coup, bon, bah, ils sont aussi contributeurs. Et à côté d'autres sociétés comme Walmart et d'autres boîtes. Et puis, il y a évidemment des vendeurs de solutions FinOps, des éditeurs de solutions FinOps qui sont concernés, puisque la normalisation du format des données de billing, ça peut avoir des impacts à différents niveaux. Évidemment, ça peut avoir un impact sur l'ingestion des données de billing, puisqu'on peut imaginer un futur dans lequel on n'aurait qu'un seul format de données de billing à ingérer et plus besoin de créer des connecteurs pour la partie, des connecteurs spécifiques à chaque cloud provider pour la partie billing. Donc ça, c'est la partie ingestion de données. On peut penser aussi à l'utilisation de Focus comme un format pivot interne pour les fournisseurs, parce qu'après tout, à partir du moment où il y aurait un format qui serait capable de gérer l'ensemble des coûts variables, on pourrait imaginer l'utiliser en format interne. Ce n'est pas le cas pour l'instant. L'aspect n'est pas encore assez mûr pour ça, mais ça a aussi un impact au niveau de l'interface utilisateur des solutions FinOps, parce qu'au fur et à mesure que la spec FinOps va faire son chemin et que les concepts qu'elle aura mis en évidence et qu'elle aura normalisés vont se répandre, ben, en fait, il apparaîtra assez naturel pour les utilisateurs des solutions FinOps de pouvoir retrouver le vocabulaire FinOps à l'intérieur des outils. Donc, évidemment, il y a pas mal de fournisseurs de solutions FinOps qui sont contributeurs à Focus. Et donc, j'ai inclus un slide avec un ensemble de logos dans lequel on voit à la fois des fournisseurs, des clients. Ici, on voit Amadeus, là, on voit Tility. Voilà, c'est beaucoup de collaborateurs différents. Et ce qui est très intéressant dans le travail qui a été fait, c'est que c'est vraiment un travail collaboratif. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire que bon, bah, il y a des petites boîtes là, dont on ne connaît pas les logos. Ils n'auront rien à dire à côté des AWS, Google et autres. Et ce n'est pas du tout le cas, en fait. C'est un travail qui a été très collaboratif où tous les gens qui ont quelque chose à faire valoir, etc., ont été entendus
Donc c'est intéressant de voir que la participation à Focus n'est pas juste un mot, en fait, ça permet d'avancer, de faire bouger les choses. Alors, j'ai montré pas mal de logos, mais il faut savoir que c'est quand même pas mal des humains qui ont fait le boulot parce que la plupart des contributeurs, en fait, ne font pas ça à temps plein. Ils ont un boulot principal et ils contribuent à côté. Donc là, en fait, vous voyez un ensemble de contributeurs qui se sont rassemblés à la manifestation InfinOpsX à Austin l'été dernier. Donc on a pu boire un coup sur un porte-avions et échanger sur tout ce qu'on avait discuté entre nous via GitHub et autres. Ça repose beaucoup sur les humains, hein. C'est, de ce point de vue-là, c'est quand même un vrai projet open source, comme on pouvait en voir à certains moments. C'est pas que du corporate déguisé en open source. Comment est-ce que ces gens et ces entreprises travaillent entre elles? Beaucoup via GitHub. Au départ, c'était pas le cas en fait. Au départ, c'était beaucoup de Zoom avec une organisation qui était d'abord en squad horizontal et squad vertical. En fait, l'idée, c'est que au départ, en fait, vous partez d'une feuille blanche. Vous dites, on veut faire une spec qui résout ce problème-là, mais vous partez vraiment d'une feuille blanche. Et puis, il y a, par exemple, 30 sociétés qui ont dit, ben, nous, on est intéressés. Comment vous coordonnez 30 personnes qui sont réparties à droite à gauche sur la planète autour d'un sujet qui a une feuille blanche? C'est très compliqué de commencer directement sur GitHub. Donc au départ, il y a eu un tout petit groupe dont je ne faisais pas partie qui s'est réuni, qui a commencé à jeter des bases. Puis ensuite, le groupe s'est un peu élargi. Il a été structuré en squad vertical et horizontal. Les squads verticales se focalisaient sur un thème particulier, par exemple les commitments, c'est-à-dire les RI ou les autres termes qui leur sont donnés. Et les squads horizontales s'assuraient de la cohérence de certaines choses entre les différentes squads verticales. Parce qu'à la fin, ce qu'on fait, c'est une spec. Et donc, si vous avez X dizaines de personnes qui bossent chacune de leur côté sur des thèmes particuliers, à la fin, il faut quand même être capable de tout rassembler en un tout unique. Et donc, les squads horizontales avaient pour objectif d'assurer la cohérence. Donc, au début, j'ai travaillé dans une squad verticale use case, dont le but était d'identifier tous les use cases qu'on voulait couvrir à travers l'aspect focus. Et je m'assurais de ce rôle-là aussi dans une squad horizontale. Une fois qu'on a publié une première version pré-release, on a arrêté l'organisation en squad horizontale et verticale et on est passé plutôt sur une logique de task force, chaque task force ayant un but bien précis. Mais dans un univers qui est déjà beaucoup plus débroussaillé que l'univers du départ dans lequel on n'avait absolument rien, on partait d'une feuille blanche. Alors, on va rentrer dans le cœur du sujet. Qu'est-ce qu'il y a dans la spec et comment est-ce que la spec vise à résoudre les problèmes que j'ai évoqués plus tard? Le truc très important, c'est que la spec focus, c'est très, très orienté use case. Donc en fait, tout est décrit en tant que as, et puis une persona, j'ai besoin de faire telle ou telle chose. Et donc vous voyez, les différentes personas, il y a des gens en finance, il y a des gens qui sont de l'engineering, mais plutôt management, il y a des gens qui sont dans l'engineering, mais plutôt operations, donc admin ou architecte ou autre. Il y a des product owners, donc qui ne sont pas dans la technique, mais qui par contre ont besoin de gérer des budgets associés à leurs produits. Il y a le terme générique Finance Practitioners, il y a aussi les achats. Donc en fait, la spec a été construite en essayant de répondre aux besoins de toutes ces populations. Et du coup, pour répondre à ces besoins, donc on part de quelque chose qui est de très haut niveau et très conceptuel, et puis on doit descendre sur quelque chose qui est très concret. Et donc, ce qui a été proposé dans la première version qui est Release Candidate, c'est d'avoir 32 dimensions et 7 métriques qui, en les utilisant de manière combinée, permettent de répondre à plusieurs dizaines, quasiment 100 use cases qui ont été identifiés. Alors, c'est quoi les métriques, c'est quoi les dimensions? C'est facile, les métriques, c'est les chiffres sur lesquels on peut faire des additions, des moyennes, etc. Les dimensions, c'est ce qui permet de faire du filtrage ou du groupage. Donc, si vous êtes familier des fichiers de billing et de ce type de la problématique FinOps, il y a beaucoup de noms qui vous parlent ici. Donc, par exemple, on voit Billing Account ID,
On voit période start, période end, on voit des notions de currency. Vous voyez qu'on différencie le démarrage d'une période de billing. Très souvent, par exemple, c'est billing par mois, avec le démarrage de l'utilisation d'une ressource. Donc là, j'ai charge période start, charge période end. Ça, c'est l'utilisation de ressources. Ça, c'est la granularité de billing à l'intérieur de laquelle cette ressource va se retrouver facturée. On a des informations sur les commitments qui peuvent ou non être utilisés dans le cadre de l'allocation d'une ressource. On a évidemment des informations sur la région dans laquelle la ressource est allouée. On a aussi la notion de availability zone, qui est un raffinement à l'intérieur de la notion de région. L'aspect fait le choix d'introduire la notion de resource ID et resource name. Donc, ça veut dire qu'on va à un bas niveau au niveau de la granularité des informations de billing. Et donc ça, vous voyez, avec toutes ces différentes dimensions, on va pouvoir exprimer plein de requêtes, faire plein de recherches à l'intérieur des données qui vont nous permettre de, quand on les groupe de manière différente, répondre à différentes questions. Alors, l'identification de ces dimensions, c'est un travail qui est beaucoup, beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît, parce que quand on les voit là, on se dit, oui, évidemment. Hein. Le truc, c'est qu'en fait, pour aller répondre aux différents use cases, pour le faire avec le minimum de dimensions possible, et surtout pour que ça colle avec à la fois les 3 gros cloud providers, mais aussi les plus petits et les fournisseurs SaaS, la situation se corse assez rapidement. Et surtout, et j'en parlerai dans la partie challenge, la situation se corse quand on cherche à aller dans un très très grand niveau de détail. C'est-à-dire que là, on voit qu'il y a beaucoup de détails, mais si vous êtes familier avec les fichiers de billing, notamment d'AWS, vous savez qu'il y a les notions de service, S3, EC2, etc. Les autres fournisseurs l'ont aussi. Puis chez AWS, il y a 2 notions en dessous, il y a Operation et Usage Type. Et en fait, on va retrouver la même chose avec des noms différents chez les autres fournisseurs. Mais là, en fait, les choses sont plus compliquées à normaliser. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ces dimensions et de ces métriques? Je vais vous montrer un exemple. Donc, je vous ai dit que la spec était très orientée use case. Donc là, par exemple, on a un cas d'utilisation qui est un ingénieur qui veut voir les coûts associés au compte avec ou sans S sur lequel il a déployé un certain nombre de ressources pour comprendre l'impact de ce déploiement de ressources ou savoir comment ça pourrait être optimisé. Donc, ce que je vous montre là, à droite, ce n'est pas publié dans la spec, vous ne le trouverez pas dans la spec, parce que pour l'instant, en fait, ce n'est pas encore publié. Mais pour essayer de formaliser les choses et de débugger un peu la spec, vous savez, le problème d'une spec, c'est que ça ne bug pas. Une spec, c'est du PDF. Un PDF, ça se génère toujours. Ce n'est pas pour ça que les choses qui sont à l'intérieur ont un sens. Donc, du coup, il y a un travail important qui a été fait de vérification de la cohérence de la spec et du fait qu'elle arrive à répondre aux besoins. Et un des choix qui a été fait, c'est de faire une formalisation sous forme de requête SQL de pas mal des use cases. Ils n'étaient pas forcément tous parfaitement formalisables, mais la plupart sont comme ça. Et donc là, on voit qu'on va retrouver des selects d'un certain nombre de dimensions, puis on fait une somme sur une métrique qui là est le build cost. On renomme ça monthly cost parce qu'on suppose qu'on fait une agrégation sur des coûts monthly. On fait un where pour sélectionner le sous-ensemble de comptes qui correspond à ce que l'ingénieur en question voulait vérifier. Et du coup, le résultat de notre requête, normalement, est la réponse à la question qui était posée là-haut. Et donc, toutes ces use cases, que ce soit les personnes des finances qui cherchent à comprendre les coûts unitaires auxquels ont été achetés telle ou telle chose, quelqu'un des achats qui cherche à vérifier que le contrat cadre qui a été signé avec tel fournisseur et dans lequel on avait négocié un discount spécial pour tel type d'usage, on retrouve bien ce discount à l'intérieur de nos données de billing. Vous voyez, tous ces cas d'usage qui sont très différents les uns des autres, en fait, on va pouvoir les couvrir avec ces dimensions et ces métriques. Certaines règles ont été respectées à l'intérieur de la spec pour rendre les choses les plus simples possibles.
Il y a notamment un invariant qui est un invariant classique dans le domaine de la finance, c'est qu'on essaie à chaque fois de pouvoir dire quantité fois prix égale coût. Donc si j'ai une quantité de ressources multipliée par son prix unitaire, ben, ça doit me donner le coût qui correspond à la quantité que j'ai utilisée. Donc si j'ai une VM, on va faire simple, j'ai une VM qui coûte 10 centimes par heure, j'ai utilisé 10 heures. 10 heures fois 10 centimes, ça va me donner 1 dollar. Ou alors, je n'ai pas utilisé 10 heures, mais j'ai 10 VM et ça va me donner aussi 1 dollar. Donc, ce que Focus fait, c'est que l'aspect s'assure qu'à chaque fois, on est capable d'écrire des phrases de ce type-là, quantité fois prix unitaire égale coût. Et Focus définit différents types de prix unitaires et différents types de coûts. Alors là aussi, je vous montre des choses qui ne sont pas encore publiées, parce qu'il y a des choses qui sont encore en train d'être. Ah, excusez-moi. Des choses qui sont en train d'être discutées, mais pour illustrer mon propos, en fait, c'était important que je dépasse ce qui est publié actuellement. Donc là, par exemple, on voit dans les types de coûts qui ont été identifiés, il y a les list costs, c'est le prix public catalogue, et c'est le prix on demand. Donc il est on demand et catalogue public. C'est le truc que vous allez trouver sur le site web de votre fournisseur. Ensuite, il y a un autre coût qui est le negotiated cost. Donc ça, c'est le coût on demand, mais que vous avez négocié avec votre fournisseur. Alors, toutes les boîtes n'ont pas des coûts négociés. Mais Focus, en fait, c'est quand même vraiment... Il y a vraiment un gros focus... Il y a un gros focus sur les très gros consommateurs de cloud. Ça ne veut pas dire que c'est pas utilisable pour les plus petits consommateurs de cloud, mais un petit consommateur de cloud va probablement trouver une certaine complexité dans l'aspect qu'il ne va pas forcément comprendre s'il n'a pas l'habitude des entreprises qui dépensent plusieurs millions d'euros par mois en cloud computing. Donc le negotiated cost, c'est le coût tel que vous l'avez négocié avec votre fournisseur. Et le effective cost, c'est le coût tel que vous allez l'obtenir à la fin avec les négos, plus l'application de commitments que vous aurez optionnellement pu utiliser quand vous utilisez vos ressources. Donc par exemple, si vous avez acheté du CUD chez GCP, donc Committed Usage Discount, que vous utilisez des ressources qui correspondent au CUD que vous avez acheté, et qu'en plus vous aviez négocié un prix à la fois sur le CUD et sur les ressources unitaires, bah, vous allez vous retrouver à la fin avec un effective cost qui va correspondre à la combinaison de tout ça. Et l'idée d'identifier tous ces différents coûts, c'est qu'en fait, on va chercher à pouvoir calculer des économies qui ont été réalisées. Donc, par exemple, si je veux savoir combien j'ai économisé au total grâce à toutes mes actions d'économie financière, alors là, je fais une petite parenthèse, je ne parle que d'économie financière. C'est-à-dire que tout à l'heure, Jérémy a parlé d'utiliser Cloud Custodian pour arrêter automatiquement des ressources et des choses comme ça. Focus aujourd'hui n'a pas pour ambition d'arriver à permettre d'identifier combien ont été économisés grâce à ces actions-là. Là, moi, je parle d'économie purement financière, donc négociation avec le fournisseur et utilisation de commitments. Donc, si je veux savoir combien j'ai économisé au total, ben, je vais pouvoir faire list cost moins effective cost. Si je veux savoir combien j'ai économisé grâce à mes négos, je vais pouvoir faire list cost moins negotiated cost. Tout à l'heure, j'ai dit une bêtise. C'est list cost moins effective cost. Là, c'est list cost moins negotiated cost. Et si je veux savoir combien mes commitments m'ont permis d'économiser, ben, je vais pouvoir faire effective cost moins negotiated cost. L'idée, en fait, c'est de rendre ces opérations-là les plus standards possibles grâce à l'utilisation des métriques et des dimensions focus. En l'occurrence, là, surtout des métriques. Donc, je vous redis, hein, si vous cherchez ces noms-là, en fait, vous n'allez pas les trouver dans l'aspect, vous allez trouver que list cost. Les autres sont encore en cours de discussion. Discussions enflammées à travers GitHub et quelques meetings Zoom. Mais bon, on va arriver à quelque chose qui va ressembler à ça. Alors, les défis, c'est quoi? Ben, dans les défis, notamment, il y a comment on fait pour que l'aspect, qui est quand même, je vous ai montré des trucs un petit peu compliqués, là, l'histoire de effective cost, negotiated cost, etc. Quand vous êtes un fournisseur SaaS, vous regardez ce truc-là, c'était pas forcément
ça va vous paraître un peu compliqué. Donc, en fait, ça fait partie des challenges, mais ce n'est pas le seul. Alors, le premier challenge, le plus gros, c'est pas ce qui est décrit sur ce slide, c'est arriver à mobiliser des gens pour participer à la spec. Et là, la FinOps Foundation a fait très fort, parce qu'en fait, ils ont réussi à mobiliser très large et à avoir tout un tas de contributeurs. Je ne vous remontre pas les logos, mais vous voyez qu'il y a plein de gens qui se sont en fait intéressés à ce sujet et qui ont accepté d'y consacrer du temps, et d'entreprises qui ont accepté d'y consacrer du temps. Ça, c'est un défi organisationnel. Celui-là, il a été relevé. Donc après, on va passer à des défis techniques. Bah, le plus gros défi technique, finalement, c'est la normalisation des données. Parce que là, je vous ai représenté à l'écran trois dénominations différentes pour quelque chose qui se ressemble quand même beaucoup. Comment est-ce que Google appelle sa région US West? Comment est-ce qu'AWS l'appelle? Et comment est-ce qu'Azure l'appelle? Alors, Azure, en plus, ils nous font des feintes parce que si c'est la 2, elle ne s'appelle pas du tout pareil que celle-là. Mais en fait, on aimerait bien arriver à arrêter de s'embêter avec ce genre de truc-là. Et c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que pour arriver à normaliser les noms ici, encore faudrait-il qu'il y ait une manière de les normaliser. Or, les emplacements de data center, ils ne sont pas géographiquement contraints d'être à des endroits bien précis. Donc, en fait, dans Focus, aujourd'hui, il y a beaucoup de valeurs qui sont non normatives. C'est le terme qui est utilisé dans la spec, non normative. Ça veut dire que la valeur n'est pas forcée par la spec Focus. Donc, malheureusement, malgré le boulot fait par Focus, si vous voulez connaître tous vos coûts réalisés en US West 1, sur Azure, AWS et GCP, bah, il va encore falloir faire un peu de gymnastique dans vos requêtes. J'ai illustré ça ici avec les régions géographiques, mais en fait, c'est pareil pour beaucoup d'autres choses. Hein. Si vous voulez trouver vos coûts de trafic sortant, par exemple, ben, ça ne s'appelle pas pareil partout. Et donc, dans une première version, l'aspect Focus n'arrive pas et n'a pas essayé, d'ailleurs, de normaliser ces dénominations-là. Donc ça, c'est un des gros défis. Et je pense que ça va être un des trucs importants pour que Focus prenne vraiment la place des formats de données de billing des providers. Aujourd'hui, ce n'est pas l'objectif et ça ne peut pas être l'objectif à moins de régler cette question-là. C'est même pas sûr que l'aspect y arrive à un moment. Alors, deuxième challenge, ben, comme je vous disais, en fait, c'est l'aspect qu'elle commence à avoir un certain nombre de pages. C'est pas le truc le plus simple du monde à lire. Et donc, la question pour le Working Group Focus, c'est l'aspect n'a d'intérêt que si elle est largement adoptée. Et donc, pour qu'elle soit largement adoptée, il ne faut pas qu'elle soit effrayante. Donc là, en fait, Focus est en train de travailler sur une notion de profil restreint de la spec qui fait qu'un certain nombre de dimensions et de métriques sont obligatoires et d'autres ne le sont pas, de manière à ce qu'on puisse avoir une adoption de Focus plus simple par les fournisseurs SaaS et les petits cloud providers. Ça simplifie la vie des cloud providers et des SaaS providers, ça complique la vie des practitioners. Puisque si vous ne savez pas que vous aurez toutes les colonnes, ben vous ne pouvez pas faire des requêtes sur l'intégralité des colonnes. Et donc, du coup, ça donne lieu à tout un tas de débats sur est-ce qu'il faudrait avoir Focus Essential et Focus Advanced ou alors juste Focus Essential et le reste de Focus. Bon, ça, c'est des débats qui sont en cours. Mais si vous demandez ce qui se passe dans le working group ou dans les working groups, ben, voilà, c'est le genre de choses qui se passent et qui a un impact en fait énorme hein, sur la capacité de la spec à être très largement adoptée ou pas. Qu'est-ce qui vient ensuite? Ben, plus de normalisation de valeurs, comme je vous ai dit, avec l'histoire des régions, des informations sur les prix négociés. Hein, ce que je vous ai montré quelques slides avant, je vous ai dit, c'est pas encore publié, c'est pas encore public. Donc, dans ce qui va venir dans les prochaines versions, vous aurez ça. Et il y a une partie qui est assez intéressante. En fait, la Spec Focus envisage aussi d'intégrer des coûts humains. Parce que dans les gros consommateurs de cloud, il y en a beaucoup qui ont dit, bah ouais, mais nous, on a aussi dans nos coûts associés à notre consommation des coûts humains. Ces coûts sont variables et on aimerait aussi pouvoir intégrer des coûts humains à l'intérieur de nos données de billing. Donc, là, vous voyez que ça élargit. Au départ, on pensait beaucoup cloud, AWS, GCP, Azure. Ensuite, on fait rentrer SaaS avec des solutions type Datadog et autres. Si on étend à l'humain, ça
ça élargit encore le spectre, mais ça fait effectivement partie des choses qui sont envisagées. Voilà pour la présentation. Si vous avez des questions. Parfait. Est-ce qu'il y a des questions dans l'Assemblée? Chris, une main levée. Tu vois. Oui. Bonjour, bonjour à tous. Bon, je vais mettre ma Bon. caméra pour qu'on puisse moins voir ma tête. Vas-y. Bonjour Nicolas, bonjour à tous et merci pour cette magnifique présentation sur le Focus. Et je vais aller très vite. Et là, j'ai juste une question. J'ai été un peu perdu en fait lors de l'explication de tout ce qui est effective cost, negotiated cost et commitment. Si vous pouvez juste revenir sur la différence entre les trois. Parce que pour moi, entre negotiated cost et reverse commitment, pour moi, ça ressemble, pour moi, ça sonne pareil, Ouais. quoi. Très rapidement, effective cost, en fait, c'est le coût total que vous payez quand vous faites tourner une ressource, quand vous utilisez une ressource et qu'elle est couverte par un commitment. Donc, je fais tourner une VM, il y a un coût à l'usage. Cette VM est couverte par une RI, dans le cas d'AWS, il y a le coût amorti de la RI. La somme des deux coûts donne le effective cost. Je pourrais prendre un exemple. Jusque-là, c'est un peu confus dans ma tête. Je pourrais prendre un exemple concret. En fait, si on passe sur une machine qui, sur le on-demand cost, par exemple, coûte, disons, $100 à l'utilisation à l'heure, et si on passe sur un commitment, disons, sur une année qui va me coûter, disons, $70 à l'heure, à quel moment, en fait, vient le commitment? Puisque pour moi, le commitment, c'est déjà, en fait, le $70 à l'heure, quelque part. Ou c'est le negotiated cost qu'on fait? Le commitment, il est acheté. Oui. Il a un coût. Ce coût vient annuler une partie du coût, une partie ou la totalité du coût on-demand de la ressource. Oui. Et le total du coût, ce qui reste de la partie on-demand plus le coût du commitment, c'est le effective cost. Mais en fait, toute cette question, en incluant aussi les négociations de tarifs, tout ça, ça sera expliqué de manière limpide dans la prochaine version de l'aspect qui sortira, où il y aura ces infos. Et justement, en fait, c'est très bien que cette question soit posée parce qu'elle montre un des objectifs de l'aspect, d'arriver à normaliser ces notions-là pour que ça soit compris par tout le monde de la même manière, quel que soit le cloud provider. Ok, ça marche. Ben, merci. Bon, une autre dernière question et je vous laisse. Récemment, j'ai assisté en fait je crois que c'était à la réunion, à l'événement en fait lancé par FinOps. Je crois que c'était la semaine dernière. Et là, ils avaient déjà mis en fait en place une certification Focus. Là, je me pose bien des questions. Si c'est pas encore terminé, pourquoi mettre une certification en fait en place? Puisque tu es à l'intérieur du groupe, si tu peux. On a eu la discussion en interne. Focus, c'est quand même drivé par une entité US et aux États-Unis, on fait du business. Donc, ils vont pas faire des. Donc, il y a déjà une pré-release qui est sortie. Voilà, c'est sûr que ça a l'air d'être un peu tôt, quoi. Je partage l'interrogation. Ça marche. Merci. Je vous laisse. Merci, Chris. Walid? Yes, merci. Moi, du coup, j'avais un peu regardé tout ça pour contribuer quand ça a commencé. Et je suis très dubitatif. Et tu l'as dit, à la fin, je pense qu'on aura juste des requêtes, on va dire, classiques sur je suis un ingénieur, je veux voir telle chose. Mais jamais, pour moi, on arrivera à la partie technique parce que les schémas des bases de données sont extrêmement différents entre le CUR et les autres cloud providers. Du coup, je vois le but financier de la Finance Foundation qui est clair, c'est financier pour créer une norme dans laquelle tout le monde dépendra d'eux. Ça, c'est clair. Non, je vais te laisser poser la question, mais c'est pas ça. Hein. C'est pas du tout financier parce qu'en fait, la certification et tout ça, il peut y avoir un aspect financier, mais sur l'histoire de la normalisation des dimensions, il y a vraiment une volonté d'arriver à faire un travail de clarification. Et donc, c'est pas juste financier. Je te laisse poser la question. Mais du coup, ce que tu l'as dit dans ta présentation, tu as dit, pour l'instant, c'est pas le but de réussir à créer des dimensions sur tous les aspects techniques, etc. Donc, du coup, c'est quoi le but final là pour l'instant si c'est pas celui-là? Alors, le but, c'est que, par exemple, AWS, ils ne vont pas arrêter de produire le fichier cœur. Par contre, à l'intérieur du fichier cœur, qui a déjà quelques colonnes, on va dire, ils pourraient rajouter les 32 dimensions focus. Et ce qui fait que, tout en gardant toute la richesse du fichier cœur tel qu'il est aujourd'hui,
Si moi, j'ai pas envie d'aller m'embêter à comprendre le détail du fichier cœur et que j'utilise déjà GCP, Azure, par exemple, et que j'ai déjà utilisé Focus, je vais pouvoir faire des requêtes qui sont les mêmes dans les données AWS grâce à ces X dimensions qui ont été rajoutées que les requêtes que je ferais dans les données GCP. Et par exemple, GCP, sur leur billing export sur BigQuery, c'est pareil, il y a un certain nombre de dimensions. Il faut les comprendre aussi pour arriver à savoir comment obtenir le effective cost, etc., et le negotiated cost à l'intérieur de leurs données. Quand on sait comment le faire, on peut le faire, mais ça prend du temps. Si on a des dimensions focus qui sont normalisées, qui sont les mêmes partout, en fait, ça va permettre de faire gagner beaucoup de temps. Mais ce n'est pas l'objectif de l'aspect de remplacer les fichiers de billing des providers. C'est plutôt l'objectif, c'est plutôt de les augmenter avec des dimensions qui vont être normalisées. Et donc, du coup, si tu prends la liste des use cases, alors elle non plus, elle n'est pas encore publiée, la liste des use cases, elle n'a pas encore été publiée. Mais tu verras que quand tu verras cette liste de use cases, qui est assez large, hein, je pense qu'il y a 70 use cases, en fait, ça permet de répondre à plein de questions sans avoir à se préoccuper du format détaillé des données. Donc l'objectif, il est là, en fait. Pas remplacer les formats de fichiers, les augmenter et les normaliser. Ok, merci. Super. D'autres questions? Il est 13h10, on déborde un peu, mais est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'en avais une, peut-être en attendant. Ouais, moi aussi. Ouais, allez-y. Alors, je ne sais pas qui parlait. Vas-y, Jérémy. Ouais, j'avais une question là. J'ai vu que AWS a sorti un export qui est un export de coûts qui est focus compliant. Je crois qu'Azure a fait un truc comme ça. Mis à part ces deux-là, est-ce que à l'heure actuelle on voit une adoption, une généralisation de focus ou c'est encore trop tôt? Alors, Google, ils vont sortir un truc aussi, hein, c'est sûr, parce que Google, ils sont beaucoup impliqués dans le working group. Une généralisation, c'est trop tôt, hein. Là, il n'y a même pas une 1.0 qui est sortie. Donc, il n'y a pas de généralisation maintenant. Par contre, euh, sur l'aspect dimension normalisée, etc., simplification de la récupération des données, je pense que ça aura du succès. Parce qu'en fait, l'idée de Focus, comme je le disais, c'est pas de remplacer les trucs existants. Google va pas abandonner ses exports BigQuery, AWS non plus. En fait, ils augmentent leur dataset. Et bon, je ne sais pas dans le détail comment chacun va le faire, mais il y a X manières de gérer ça. Et on n'est pas du tout au stade de la généralisation aujourd'hui. Par contre, clairement, ils consacrent des efforts et ils ne le feraient pas si ça ne les intéressait pas. Par exemple, AWS, on ne savait même pas s'ils allaient rejoindre Focus au début. C'était une vraie question. Microsoft, il n'y avait aucun doute. Dès le début, ils ont été hyper moteurs. Et ils ont notamment un gars de chez eux qui s'appelle Michael Flanagan, qui est hyper actif à l'intérieur du Working Group Focus et qui est énormément impliqué dans tous les outils Focus d'Azure. Donc Microsoft, il n'y avait aucun doute. Google, ils ont souvent des changements de product owner dans la partie billing. Moi, ça fait un moment que je suis dans leur domaine, j'en ai vu passer un paquet. Donc le truc, c'est que les changements de product owner font que les choses sont un peu plus compliquées à suivre de leur côté. Mais finalement, AWS, ils ont rejoint Focus et de manière très active. Donc à court terme, ce n'est pas la généralisation, mais moi, je pense que il y aura un bon niveau d'adoption. Dans un an, on aura, à mon avis, un très bon niveau d'adoption, mais ça n'enlèvera pas les dimensions spécifiques des cloud providers. Pour normaliser usage type et operation d'AWS et leurs équivalents chez Oracle, Azure et les Tencent Cloud, etc., c'est quasi impossible. Super. C'était ma question. Alors, j'ai plus de Ok. questions. Enfin, si, peut-être, tu sais si les fournisseurs de cloud français, Scaleway, OVH, se penchent dessus ou pour l'instant, c'est Je loin sais de leurs pas. préoccupations? Le seul fournisseur français que j'ai vu, donc là je parle de fournisseur, hein, parce que j'ai dit par exemple qu'Amadeus c'était dans Ouais, les practitioners. Le seul fournisseur français que j'ai vu, c'est Plateforme SH, d'accord. pas mal actif à travers une personne qui est aux États-Unis, je crois. Mais bon, je pense que c'est trop tôt, hein. Moi, si j'étais un petit fournisseur,
cloud ou SaaS, je ne serais pas en train de me ruer sur le truc maintenant. Il faut attendre qu'il y ait une 1.0. Et souvent, c'est même mieux d'attendre les 1.1 en fait. Par contre, les gros cloud providers, eux, ils y vont. Ok. Eh ben, voilà, nous y voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Super, merci pour les questions. L'heure d'aller manger. Merci Et Nicolas, c'était super l'organisation. intéressant, l'insider de Focus. Donc je remercie Jérémy et Nicolas une fois de plus. Je remercie à tous ceux qui sont venus. Il y en a déjà pas mal qui sont partis. C'est l'appel de la cantine, j'imagine. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée. On se revoit la prochaine fois, je ne sais pas quand. Peut-être pour un apéro avant l'été et un autre meet-up. Et voilà, merci à tous. Merci. Merci beaucoup à tous.